Bonsoir à tous, bonsoir au public de la Cité Libre. Ce soir, je vous propose une réflexion autour de la philosophie de la technique chez Gilbert Simondon. Simondon était un philosophe français qui a principalement travaillé dans la deuxième moitié du XXe siècle et qui est assez connu finalement pour cette partie de son œuvre qui porte sur les objets techniques. Il a écrit un ouvrage qui constitue sa thèse secondaire, puisque à l'époque, en 1958, on pouvait encore faire deux thèses pour obtenir un poste universitaire. Et donc c'est une thèse sur le sujet des objets techniques, dont il y a une courte citation en début de ma petite brochure, là, le petit PDF que vous avez sous les yeux. Et je souhaiterais réfléchir sur un concept qu'on trouve chez Simondon dans la préface du mode d'existence des objets techniques. Donc ça arrive assez vite hein, dans les toutes premières pages du livre. Qui est un concept qui n'est pas vraiment travaillé, qu'on ne voit pas hein, dans les études simondoniennes, dans les articles, les thèses, les bouquins. Voilà. Bon, tout ce que j'ai pu lire autour de Simondon ne parle pas vraiment de ce concept, donc ça m'avait semblé intéressant à l'époque quand j'étais en philosophie, j'avais eu un cours à Nanterre par un des spécialistes actuels hein, de Simondon. Ça m'avait semblé intéressant de travailler sur cette notion d'idolâtrie de la machine, à la fois parce que c'est un concept qu'on ne voit pas vraiment travailler dans les études sur Simondon, et aussi parce que, pour ceux qui ont une certaine familiarité avec son œuvre, on sent que c'est un concept qui nous tire dans une direction qui n'est pas celle à laquelle on s'attendrait s'agissant du rapport que Simondon, de l'idée qu'il se fait ou des positions qu'il prend habituellement par rapport aux techniques, semble à distance par rapport à ce concept. C'est un concept qui a quelque chose d'un petit peu insolite. Donc c'est sur ça que j'avais eu envie de travailler parce que c'est original. Hein, voilà, c'est comme chercher qu'est-ce que Platon aurait pu dire de bien sur la démocratie, alors qu'on sait que c'est un penseur très très critique de la démocratie. Ben là, c'est un petit peu pareil avec Simondon. On voit que c'est quelqu'un qui fait un gros effort de réhabilitation de la valeur culturelle des savoirs techniques et des objets techniques. Et donc, je voulais me demander dans quelle mesure, dans cette philosophie qu'on pourrait qualifier de technophile, hein, qui semble favorable à une relégitimation des savoirs et des objets techniques, finalement, est-ce que cette tendance ou ce pli hein, de sa pensée le rendrait acritique par rapport aux mésusages ou aux problèmes que pourrait entraîner la technique pour la société, qui est un thème beaucoup plus mainstream hein, dans le champ de la philosophie. Il y a beaucoup plus de philosophes. Il faut savoir que la technique est un thème en philosophie très secondaire, hein, assez marginalisé, mais quand les philosophes se daignent se pencher sur le sujet, c'est bien souvent pour se plaindre ou dénoncer les effets négatifs de la technique réelle, les effets réels ou imaginaires hein, qu'aurait la technique sur la bonne marche de la société. Tandis que chez Simondon, on n'a pas du tout cette perspective, il s'intéresse vraiment à la technique de l'intérieur, avec beaucoup de sympathie ou d'empathie. Et donc, j'ai voulu chercher un peu les limites possibles de cette pensée, voir est-ce qu'il y a quand même dans Simondon de quoi potentiellement critiquer voilà, les problèmes qui pourraient être causés par la technique. Et on va voir que c'est assez spécial sa façon de les penser précisément. Alors déjà l'extrait donc que j'avais mis en exergue de ce petit travail. Euh, donc Simondon nous dit dans ce passage, on peut dire que l'objet esthétique n'est pas à proprement parler un objet, mais plutôt un prolongement du monde naturel ou du monde humain, qui reste inséré dans la réalité qui le porte. Il est un point remarquable d'un univers, ce point résulte d'une élaboration et bénéficie de la technicité, mais il n'est pas arbitrairement placé dans le monde. Il représente le monde et focalise ses forces, ses qualités de fond, comme le médiateur religieux. Il se maintient dans un statut intermédiaire entre l'objectivité et la subjectivité pure. Donc là, il parle de l'objet esthétique, et il nous montre que dans cet objet esthétique, il y a la technicité qui joue un certain rôle, qui intervient dedans, et que ça permet finalement un rapport spécifique au monde,
qui nous est donné par la médiation des œuvres d'art. Donc en fait, ce que fait Simondon, c'est d'essayer de situer dans son étude sur la technique en quoi c'est une activité ou un domaine d'activité qui se différencie d'autres champs possibles de l'activité humaine ou d'autres manières possibles pour l'homme de se rapporter au monde. Voilà, quelles sont les similitudes et les différences qu'il peut y avoir entre la technique et d'autres puissances, pourrait-on dire, ou manières d'être de l'être humain. Et une autre citation que j'avais pas pu trouver à l'époque dans mon mémoire, enfin dans ce texte plutôt, mais qui me semble intéressante et qui montre bien cette ambition qu'il y a dans la thèse sur le mode d'existence des objets techniques. Je vous la lis, c'est celle-ci. Ce ne sont pas seulement les objets techniques qui doivent être connus au niveau de ce qu'ils sont actuellement, mais la technicité de ces objets en tant que mode de relation de l'homme au monde parmi d'autres modes, comme le mode religieux et le mode esthétique. Donc au-delà de l'étude de tel ou tel objet particulier, voilà, qui a telle ou telle propriété particulière qui peut avoir un intérêt en lui-même, au-delà de ça, il s'agit de montrer à travers cette étude d'objets techniques qu'il y a une manière d'être au monde qui est une manière d'être technique, au même titre qu'on peut dire qu'il y a un comportement religieux de l'être humain. Et c'est cette façon d'être en fait qui est le vrai sujet de la recherche de Simondon, qui fait partie des enjeux principaux. Alors je continue la citation. En fait, pour être justement connu selon son essence et droitement intégré à la culture, la technicité doit être connue dans sa relation aux autres modes d'être, au monde de l'homme. Donc il y a une essence qui n'est pas listée de manière intéressante dans la liste des essences qui composent la nature humaine selon Julien Freund, dans la préface dans les premières lignes de sa fameuse thèse sur l'essence du politique. Freud nous dit il y a plusieurs essences qui composent le propre de la nature humaine, notamment la politique, l'économie, l'art, la science, la religion, et j'en oublie une ou deux, voilà, quelques-unes. Il ne cite pas la technique, de manière intéressante. Il faut dire que c'est un philosophe beaucoup plus classique par certains côtés, beaucoup plus aristotélicien. Bon, Simondon, lui, veut faire ressortir qu'il y a quelque chose dans la nature humaine de spécifiquement technique. Et il nous dit aucune étude inductive partant de la pluralité des objets techniques ne peut en découvrir l'essence de la technicité. C'est donc en employant une méthode philosophique, l'examen direct de la technicité selon une méthode génétique, qui doit être tenté. Donc là, il nous dit c'est pas en observant les objets un par un qu'on va pouvoir dégager cette fameuse essence de la technicité. Il faut reconstituer quelle place joue-t-elle finalement dans l'évolution humaine. Et Simondon est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé aux travaux des préhistoriens, notamment de Leroi-Gourhan, finalement pour comprendre quelle place occupe la technique dans l'histoire des sociétés humaines. En fait. Sachant qu'il y a certains philosophes, notamment Bergson, il faut se dire que Simondon il travaille dans la deuxième moitié du XXe siècle, mais il travaille après Bergson. Il y a un certain nombre de philosophes qui considèrent que la technicité, le fait que l'homme soit un animal technique, qui fabrique ses propres outils, qui fabrique des choses qui ne sont pas déjà là, qui s'accumulent au cours du temps et ainsi de suite, c'est un des marqueurs qui le distingue de l'animalité, puisque les animaux ne font pas tous ces objets, justement. Donc je reviens à mon texte. Et j'avais une deuxième citation en exergue, qui est un extrait de l'article du journal de 2012, en anglais, dont l'auteur nous dit, je traduis rapidement, à mesure que de plus en plus d'aspects de nos vies se retrouvent menés par la technologie, ces objets ne sont plus simplement des lignes de code ou des rectangles de verre et de métal, ils deviennent des objets de dévotion. Et le titre de l'article, c'est Le culte de la tech, comment le fanatisme de l'iPhone transforme la technologie de bureau. Donc, Simondon, je ne lis pas purement et simplement mon texte, j'ajoute certains éléments en même temps. Simondon, dans l'introduction de sa thèse complémentaire donc sur les objets techniques, nous dit la culture contemporaine est fondée sur un refoulement ou un rejet du monde de la technique, et quand elle daigne à donner une certaine valeur à un objet technique, ce n'est jamais en reconnaissant sa part de technicité proprement dite, c'est toujours en lui attribuant une valeur
par sa ressemblance ou son appartenance, soit au champ du domaine des œuvres d'art, donc là ça nous renvoie à l'objet esthétique qui est la première citation, soit en la renvoyant au domaine des objets religieux. Donc finalement l'objet technique n'est jamais reconnu pour lui-même, il est toujours valorisé par association à une autre essence. Et c'est ça que Simondon trouve problématique, parce que ça entraîne des confusions et des problèmes. Donc, dans son introduction de sa thèse, il fait la critique de deux rapports relatifs à l'objet technique, qui sont tous deux de sens opposés, mais qui sont tous les deux des excès ou des aliénations ou des mauvais rapports qu'on peut entretenir vis-à-vis de l'objet technique. Alors le premier, celui qui me semble le plus intéressant, parce que justement ça marque bien cette dimension qu'on pourrait qualifier de technophile de Simondon, c'est sa critique de ce qu'il appelle l'humanisme facile, qui consiste à ne voir la technique que comme un problème ou une menace pour la haute culture entre guillemets, hein, donc les humanités, les lettres, voilà, les enseignements traditionnels, voilà, qui seraient menacés par la progression des savoirs techniques et des sciences naturelles et depuis le XVIIe siècle et le début de la modernité en fait, hein. Donc il dit que ces attitudes de ces sphères-là du monde de la culture par rapport à la technique qu'elles rejettent, hein, et qu'elles ont même, je dirais, cantonnées dans des filières d'études dédiées, puisqu'on a des lycées techniques, hein, ou des filières techniques. Il nous dit que ce refus d'intégrer la technique dans la sphère de la culture marque un refus défensif motivé par une culture partielle. On refuse d'intégrer les objets techniques dans le monde des significations, ils sont dévalorisés et réduits à l'usage. Un autre point important de l'éthique de la technique de Simondon, c'est qu'il refuse qu'on réduise les objets techniques à leur usage. Ce n'est pas une pensée de l'instrumentalisation de la technique. Ce qui le démarque pas mal de la démarche qui pouvait être celle du cartésianisme, par exemple, puisque là j'ai une citation après de Descartes, où Descartes, de manière fameuse, nous dit qu'il faut abandonner la philosophie spéculative du Moyen-Âge et se tourner vers en fait la physique, la chimie, la connaissance concrète quoi, des sciences naturelles, pour devenir, sous la formule célèbre, comme maître et possesseur de la nature. Ça, c'est le projet d'une certaine modernité cartésienne, voilà, scientifique et technique, qui se pense comme dans une visée de maîtrise, avec les forces et les faiblesses que ça induit. Donc depuis l'époque de Descartes, depuis le début de la modernité, depuis le XVIe siècle, XVIIe plutôt, on a un très fort mouvement dans le monde occidental et par suite dans le reste du monde des sciences et des techniques, et de cette compréhension rationnelle, mathématisée du monde, voilà, qui nous permet de le maîtriser, d'y faire toutes sortes de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Mais cela se fait au prix d'une forme de scission interne au monde de la culture et des études, puisque, comme le notait déjà en 1959 Charles Percy Snow dans un livre célèbre en anglais qui s'appelle The Two Culture, eh bien, la plupart des gens qui sont en filière de lettres seraient incapables d'avoir le langage de base pour communiquer avec un scientifique des sciences dures ou un mathématicien, et inversement, le mathématicien est tellement spécialisé dans sa branche que il lui manquerait toutes sortes de savoirs qui lui permettraient de comprendre les activités ordinaires du professeur de littérature spécialisé sur Shakespeare ou d'une autre sphère, voilà, qui serait du domaine des arts, voilà, bon, qui ne serait pas des sciences dures. Donc c'est cette scission qui est ressentie comme problématique par Snow. Et puis on a aussi un certain nombre de discours critiques de la technique qui ont émergé au fur et à mesure de son développement dans les derniers siècles. On peut penser à Rousseau qui nous dit que le progrès technique et scientifique n'est pas synonyme d'un progrès moral. Et puis Nietzsche, chez lequel on pourrait trouver des réflexions du même genre. Enfin voilà, il y a beaucoup de courants critiques de la technique qui se sont développés dans la même période, depuis le romantisme, depuis une partie de l'écologie politique aussi. Bon, tout ça est assez connu. Moi, ce que je voulais chercher finalement dans cette recherche sur Simondon, c'est comment, de son point de vue à lui, qui n'est pas ni dans un rejet de la technique et des objets techniques, ni dans la perspective instrumentale cartésienne que j'ai décrite, de quelle façon son œuvre, et notamment son concept donc d'idolâtrie de la technique, nous permettrait-il de penser des aspects problématiques
que peuvent avoir les technologies contemporaines. Comment lui le penserait-il? Sachant qu'il n'a pas forcément écrit là-dessus directement, mais comment peut-on le tirer de son œuvre? Alors, à côté ou en face du rapport aligné ou faussé que j'ai décrit, donc de la haute culture qui rejette la technique, qui en a peur, il y a un deuxième rapport qui est le produit direct du précédent et qui est lui aussi une annulation de sens inverse. Alors Simondon nous dit que les hommes qui connaissent les objets techniques et sentent leur signification cherchent à justifier leur jugement en donnant à l'objet technique le seul statut actuellement valorisé en dehors de l'objet esthétique, celui de l'objet sacré. Donc, il y a refoulement du monde et des savoirs de la technique, on ne les connaît pas, on ne comprend pas comment ça marche. Donc, pour redonner une valeur finalement aux techniciens, au personnel qui travaille avec les objets techniques et à la sphère de la technique en général, il faut lui donner le prestige du sacré, du magique. Il y a plein d'œuvres qu'on pourrait rapprocher de ça, hein, dans la fiction, chez Jules Verne, dans Victor Hugo, je pense encore plus flagrant, certains textes de Victor Hugo, dans certains types de cinéma aussi, voilà, où comment les objets techniques se retrouvent revêtus de propriétés qui sont traditionnellement les propriétés qu'auraient des entités surnaturelles ou des personnages magiques, quoi. Il y a pas mal d'œuvres qui sont comme ça. Donc ça, c'est une réponse néfaste au problème de la dénégation de la valeur de la technique. Donc finalement, pour employer un vocabulaire un peu psychanalytique, ce refoulement de la valeur de la technique se traduit par la création d'un rapport sacralisé à la technique. Et alors qu'est-ce que ça entraîne comme attitude fausse? Eh bien il nous dit, alors naît un technicisme intempérant qui, je passe en page 2, qui n'est qu'une idolâtrie de la machine, c'est là où l'expression arrive sous sa plume, mais c'est autant que je sache la seule passage, en tout cas le seul que j'ai trouvé où il utilise directement cette expression. C'est alors qu'on naît une idolâtrie de la machine, et à travers cette idolâtrie, par le moyen d'une identification, une aspiration technocratique au pouvoir inconditionnel. Donc là, on est très loin du rejet de la technique, au contraire, on a une survalorisation, mais qui est une survalorisation qui est faussée au sens où elle ne comprend toujours pas ce que c'est que l'objet technique. Elle s'en sert comme outil d'accumulation de pouvoir. C'est-à-dire qu'elle a encore un rapport instrumental à l'objet technique. Ça ne l'intéresse pas de savoir ce que c'est. Elle n'a pas une attitude compréhensive, elle n'a pas une attitude qui chercherait un co-développement avec l'objet technique. Elle cherche à en faire quelque chose qui permet à l'être humain de dominer autrui. Alors, donc Simondon relie cette déroutante expression de l'idolâtrie de la machine à un désir de puissance, et c'est à ce moment-là du texte qu'il parle de la figure du robot. Alors Simondon est quelqu'un qui est très critique, non pas vis-à-vis des robots qui existent véritablement, mais par rapport à ce qu'on pourrait appeler le personnage culturel du robot. C'est-à-dire, en gros, une machine tellement perfectionnée qu'elle devient humaine, qu'elle commence à se comporter comme un humain, et qu'elle commence surtout à mal se comporter. C'est-à-dire que voilà, elle deviendrait. Donc, il utilise l'expression de machine androïde, forme fantasmée d'une technicité qui marque la disparition de l'homme qui veut dominer ses semblables, triomphant médiatement par ce qu'il a inventé, l'homme qui abdique et rejette son humanité. Donc la figure du robot, elle est fabriquée par l'homme qui aspire à dominer autrui, qui aspire tellement qu'il crée ce qui va le détruire, ou ce qui va le remplacer. Là encore, c'est un mythe, donc il y a des notes sur d'où vient le mythe du robot, le contexte historique, qui est celui d'après la Première Guerre mondiale, ça vient de l'Europe de l'Est. Et donc cette idée que finalement la mécompréhension de la technique produit un rapport de survalorisation et une volonté de dominer autrui en créant finalement quelque chose qui, à la fin des fins, par un retournement, va finir par dominer l'homme, c'est quelque chose que Simon considère comme un véritable mythe culturel. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Le robot tel qu'il est imaginé dans cette narration n'existe pas. Mais ce qui est intéressant dans cet imaginaire, c'est la convoitise ou l'appétit de puissance qui se traduit dans cet archétype.
Bon. Donc là, je dis que cette notion d'idolâtrie de la machine n'étant que évoquée en passant dans la préface, ça aurait été intéressant finalement d'essayer de la concrétiser par des exemples concrets, de voir ce qu'on pourrait en tirer pour critiquer des situations contemporaines que, évidemment, n'avait pas connues Simondon lui-même. Donc je fais un petit peu d'analyse conceptuelle des termes du sujet. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie en général? Eh bien, au sens d'origine, l'idolâtrie, ça signifie le fait de rendre un culte à l'idole d'un dieu comme si c'était Dieu lui-même. Donc, vous imaginez quelqu'un qui, par exemple, dans le cas du christianisme, quelqu'un qui va dans une église et qui traite une statue de Jésus comme si c'était vraiment Dieu. D'un point de vue chrétien, comment on appelle ça? C'est un sacrilège, en tout cas, c'est pas un comportement religieux correct, quoi. C'est une déviation. Par extension de ce terme, voilà, donc qui consiste à adorer une simple représentation de Dieu comme si c'était Dieu lui-même, l'idolâtrie signifie de façon plus large une admiration exagérée. Donc l'idolâtrie à la base c'est d'abord un comportement religieux et plus précisément une déviation du comportement religieux entre guillemets orthodoxe ou normal. Donc si on prenait les mots au sens strict, hein, l'idolâtrie de la machine, ça devrait être un rapport religieux à l'objet technique, c'est-à-dire la sacralisation de cet objet. C'est ce que veulent dire les mots. Il y a une petite note où je distingue l'idolâtrie du fétichisme. Alors, quelle est la différence? Je mets que... Oui, donc l'idolâtrie pense qu'il y a une distinction entre Dieu et sa représentation, mais dans la pratique, elle les traite comme si c'était la même chose, tandis que le fétichisme consiste bel et bien à confondre l'objet et le divin. Bon, c'est une nuance, quoi. Hein. L'idée importante dans la définition de l'idolâtrie, c'est que l'idolâtrie, c'est une confusion, c'est-à-dire une incapacité à distinguer la spécificité, la sphère propre de chaque chose. Puisque d'un côté, on a ce qui est matériel, ce qui est l'objet, quoi, l'idole de Dieu, et puis de l'autre côté, on a Dieu, qui n'est pas un objet, qui est surnaturel, qui est éternel, etc., enfin, qui est d'une nature véritablement différente. Donc, l'idolâtrie est une confusion entre ce qui est sacré et ce qui ne l'est pas, et donc par généralisation, on peut dire que c'est le fait de confondre des ordres de choses différents et survaloriser un élément par rapport à ce qu'il est véritablement, en fait. Ça, c'est le sens vraiment général si on détache la notion d'idolâtrie de son sens religieux. Donc si on a bien compris ça, ça permet d'écarter de la liste de ce qui est un véritable cas d'idolâtrie de la machine, les simples discours qui feraient de la machine un outil au service de la religion. Parce que si vous dites que si vous valorisez la machine en disant bah, c'est pratique les machines, ça permet de rendre la religion plus puissante socialement, de diffuser son message, etc. Ce qui a la valeur, ce qui est valorisé, ça reste la religion elle-même. Donc là j'ai mis une note pour illustrer ce cas, hein, qui n'est donc pas un cas d'idolâtrie de la machine. L'Église catholique, par exemple, considère qu'Internet est un remarquable outil d'évangélisation. Mais donc dans cette conception-là des choses, la machine, ça reste un simple outil, donc elle est encore perçue de manière instrumentale. Hein. Ce qui a vraiment de la valeur, c'est Dieu. On n'accorde pas, en disant une telle chose, l'Église catholique ne met pas la machine à la place de Dieu. Elle se sert de la machine pour propager le message religieux. Donc ça, c'est pas de l'idolâtrie de la machine, et c'est pas non plus d'idolâtrie religieuse, c'est juste un usage social de la technique. Alors, cherchons autre chose qui pourrait être un vrai cas d'idolâtrie de la machine. Alors, un véritable cas d'idolâtrie de la machine consisterait à effectuer des opérations techniques en attribuant à ces actes une signification religieuse, en considérant que l'objet technique lui-même participe du divin est englobé dans la même sphère que lui. Donc c'est ça l'idée, c'est l'idée qu'on a confondu des ordres de choses différents. En fait, comme si la machine était déjà dans le domaine du surnaturel. Alors j'ai mis un passage, parce que j'aime beaucoup la science-fiction, un passage du roman Mechanicum dans l'univers de Warhammer 40 000,
Et on a un petit échange qui, me semble-t-il, représente bien ce que serait un cas chimiquement pur du phénomène qu'il s'agit d'essayer de cerner. Alors, vous allez être un petit peu perdu parce que vous ne connaissez pas forcément l'univers, mais je vous le lis quand même. Au Librarium Technologica, le Magos Lud avait eu une prière appropriée pour les minimes et plus ordinaires des problèmes techniques. Depuis le remplacement d'un capaciteur grillé à l'éveil d'un calculateur logique en début d'une nouvelle phase de transcription. Dahlia ne trouvait rien de semblable dans les textes que lui avait confiés Coriel Z. En une occasion, alors qu'elle discutait des perfectionnements possibles du décodeur akashique, elle lui avait posé la question. Croyez-vous aux dieux-machines ? Z se redressa de toute sa taille et prit une pièce de machinerie sur l'établi qui se trouvait devant elle. Dahlia vit qu'il s'agissait d'un élément de commutateur électrique. Savez-vous ce que c'est ? Évidemment, c'est un interrupteur. Décrivez-le-moi, ordonna Z. C'est un simple interrupteur, poursuivit-elle. Deux contacts de métal qui se touchent pour fermer un circuit et qui se séparent pour l'ouvrir. Il y a un élément mobile appelé un actionneur dont la force permet de mettre les contacts en mouvement. Dans ce cas, il s'agit d'un bouton à bascule. Et comment fonctionne-t-il ? Eh bien, les contacts sont fermés quand ils se touchent et quand il n'y a plus d'espace entre eux, ce qui signifie que l'électricité peut passer de l'un à l'autre. Lorsqu'ils sont écartés, ils sont ouverts et aucune électricité ne peut passer. Vous avez parfaitement raison. Un simple interrupteur basé sur des principes très simples d'ingénierie et de physique de base. Dahlia acquiescia de la tête tandis que Z continuait à parler tout en tenant l'interrupteur entre elles. Et c'est là où on arrive à l'idolâtrie. Cet interrupteur est peut-être le plus simple exemple de technologie qui se puisse trouver. Et pourtant, les imbéciles dogmatiques qui perpétuent le mythe du dieu-machine voudraient nous faire croire qu'il est imprégné d'une infime parcelle de volonté mécaniquement divine. Ils affirment que si nous voulons faire fonctionner cet interrupteur, nous ne pouvons le faire qu'en apaisant une entité invisible dont l'existence ne peut être démontrée, mais doit être acceptée sur la base d'une foi aveugle. Donc là, il y a l'idée que ce qu'illustre ce passage, c'est très intéressant parce que c'est censé être dans un futur très éloigné de science-fiction. Ce qu'illustre ce passage, en fait, c'est le passé de l'humanité réelle, pas l'humanité de l'univers. Parce que ça nous décrit un rapport à l'objet technique, où l'objet technique est inséré dans une vision religieuse du monde. C'est-à-dire, dans l'objet technique, en fait, il y a un esprit, comme il y a des esprits des arbres, des fleuves, voilà, dans les visions animistes de la nature. Elle n'est pas perçue comme une réalité différente. La technique, dans cette vision archaïque, magique, ne sort pas comment dirais-je, elle n'est ni reconnue comme quelque chose de vraiment propre à l'homme ou qui le différencierait des animaux qu'il elle n'est pas reconnue, le domaine de la technique n'est pas reconnu comme un domaine propre en fait. Il n'est pas reconnu comme une étape de l'individuation ou de la formation de l'univers, pour dire avec un petit peu de vocabulaire simondonien. Il est inséré comme étant un élément du monde de la magie, quoi. Et on a des idées tout à fait vagues sur comment ça fonctionne et pourquoi. Et bon, c'est une vision de la technique qui n'est pas séculière. Et là, on a bien une confusion des ordres. Et probablement une certaine inefficacité du même coup, puisque c'est un comportement religieux dans un comportement technique, comme si le fait de chanter allait contribuer à la réparation ou était une étape du processus. Bon. Alors cet exemple fictif décrit pourtant un rapport à la technique quasiment identique à celui bien réel qu'on a pu observer avec le culte du cargo. Alors j'aime beaucoup cet exemple, je le sors à chaque fois que je peux en parler, parce que je parlais du passé de l'humanité, mais c'est pas un passé si loin que ça pour certaines sociétés. Le culte du cargo est un ensemble de rites qui apparaissent à la fin du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe chez les aborigènes, notamment en Mélanésie, en Océanie, en réaction à la colonisation. Il consiste à imiter les opérateurs radio américains et japonais commandant du ravitaillement,
distribués par avion cargo, et plus généralement la technologie et la culture occidentale, moyens de transport, défilés militaires, habillement, en espérant déboucher sur les mêmes effets, selon ce qu'on a qualifié de croyances millénaristes. En effet, les indigènes ignorent l'existence et les modalités de production occidentale, dès lors ils attribuent l'abondance et la sophistication des biens apportés par cargo à une faveur divine. Donc là, on a un cas d'idolâtrie de la machine, c'est-à-dire ils vont se placer à un certain endroit, prendre des objets, voilà, des télécommandes de communication radio ou des appareils, enfin que sais-je, et puis ils vont les utiliser plus ou moins comme ils ont vu les Occidentaux ou les Japonais les utiliser, en mélangeant ça avec diverses croyances magiques, en espérant que les dieux envoient un avion cargo et les biens et les aliments qu'il y a dedans. Ça ne marche pas, mais le fait que ça ne marche pas ne les empêche pas de continuer. Hein, parce que ça fait précisément partie d'une vision magique du monde, donc c'est pas l'insuccès qui est une preuve de quoi que ce soit. Donc ça, c'est un exemple où ces objets techniques, finalement, on leur a donné une valeur. Ils sont dans la sphère de la religion, si vous voulez. Ils ne sont pas considérés en eux-mêmes comme une réalité autonome. Dans ce cas spécifique, l'idolâtre de la machine ne reconnaît pas dans la machine le fruit d'une activité humaine. Donc c'est là où on peut dire qu'il y a une aliénation, au sens où euh, l'idolâtre de la machine ne voit plus dans la machine quelque chose que l'homme a fait et qui possède donc une part d'humanité. Et ça, c'est le point commun en fait entre les deux positions extrêmes, parce que les gens qui critiquent la technique sur la base de ce que la première attitude, donc l'attitude de la haute culture, l'attitude du refus, en fait, elle ne voit pas qu'il y a une part d'humanité dans la technique. Et l'idolâtre de la machine qui a une attitude au contraire de survalorisation, il ne le voit pas non plus, puisqu'il la prend pour quelque chose de supérieur, de magique, de surnaturel, voilà. Il n'a pas un rapport fidèle à l'essence de la technicité dans son rapport à l'objet technique. Enfin, c'est un petit peu une formule compliquée pour le dire, mais c'est quelque chose comme ça. Donc voilà, son point commun, je le mets juste après dans mon texte, hein, et de même que la critique entre guillemets humaniste de la technique, lui aussi ne voit pas dans la réalité technique une réalité humaine, il lui voit au contraire une manifestation d'une réalité surhumaine. Alors, on peut relier ces exemples, et là vous voyez que c'est un peu un concept couteau suisse, hein, puisque ça s'applique à plein de situations différentes. Autre cas d'idolâtrie de la machine, le futurisme italien. Le futurisme italien, c'est-à-dire ce mouvement artistique d'avant la Première Guerre mondiale, dont il est bien connu que ses promoteurs, qui étaient des partisans d'un culte de la vitesse, de la modernité industrielle dans ses appels les plus agressifs, hein, voilà, les fameuses motos italiennes, hein. Cette esthétique du futurisme a été influente dans l'esthétique du fascisme italien, hein, comme ça a été indiqué notamment par euh, le philosophe de l'art marxiste Walter Benjamin. Avec le futurisme, la relation énoncée par Simondon entre idolâtrie de la machine et désir de puissance apparaît clairement. Parce que de même que la magie est un rapport où, quand vous pratiquez le sacrifice ou le culte, en fait, vous aspirez à la puissance que les dieux vont vous offrir, de même, sans avoir besoin de cette croyance nécessairement surnaturelle, de même, dans le comportement du futurisme italien, on retrouve cette aspiration à faire de la machine un outil d'accumulation de puissance, sans la traiter en fait comme une fin en soi, pourrait-on dire, ou comme quelque chose qui n'est pas là juste pour servir, qui a une part d'humanité en elle en fait, qui est méconnue par ce rapport d'idolâtrie. Donc Marinetti, par exemple, nous explique, alors c'est un poète et c'est de l'anglais, donc je vais le traduire très approximativement, mais donc je vous lis du Marinetti. Alors nous déclarons que dans la chair humaine réside dormante des ailes. Le jour viendra, il sera possible pour l'homme d'extérioriser sa volonté, de telle sorte qu'avec un bras invisible armé, il pourra s'étendre au-delà de lui-même, tel est son rêve et son désir,
qui pour l'instant ne sont que simples mots. Il acquérera le pouvoir ou le commandement suprême de conquérir le temps et l'espace. Voilà, bon. C'est des Italiens. Ils sont un peu excités. Après, Marinetti nous parle d'espèces non humaines mécaniques qui seront construites pour la vitesse pure, qui seront naturellement cruelles, omniscientes et nées pour la guerre. Dès maintenant, nous pouvons prédire le développement de cette grande protubérance ou extension, je sais pas comment il faudrait traduire, du sternum. Nanana. Bon voilà, il prédit un petit peu, pourrait-on dire, une sorte de transhumanisme de droite où l'homme du futur sera voilà, une sorte de Terminator, une sorte de machine à tuer surhumaine, née pour l'ivresse de la vitesse et du carnage, quelque chose comme ça. Alors ici, il y a plusieurs choses. Déjà, la technique, elle est perçue comme un élément visant à un prolongement organique du corps humain. Alors, ça me permettra de redire à Axel ce que je n'avais pas pu lui dire à l'écrit, mais la conception de l'objet technique comme dérivant des formes de l'organisme a été développée dans la philosophie de la technique du 19e siècle chez un dénommé Ernst Kapp, hein, qui était un Allemand, qui était un Hegelien. Et donc cette thèse qu'on appelle le préformationnisme, l'idée que les formes des objets techniques et de leur développement sont déjà dans la forme des organes, déjà elle ne tient pas la route hein, quand on analyse véritablement ce que Simondon appellerait les lignées techniques ou les lignées d'évolution des objets, mais en plus, non contente d'être factuellement intenable, il y a une dimension de conservatisme politique latent dans la conception préformationniste de l'évolution technique, parce que, comme le dit Grégoire Chamaillot, je cite, à la thèse d'une constitution du monde par extériorisation organique correspond une conception préformationniste du processus historique. L'histoire ne crée rien, elle déploie un ordre originaire. Donc là c'est un certain nombre de critiques, mais moi je rajouterais, parce que je suis simondonien, le côté critique qu'il y a de l'idémorphisme. Une fois de plus, cette thèse sur les objets techniques reconduit l'idémorphisme que critique Simondon, c'est-à-dire, au début on avait une forme, donc la forme elle est là, elle est première, elle est supérieure, elle est pure, c'est le pôle actif du truc, et puis la forme vient féconder une matière qui est seconde, passive. Voilà, bon. Là, c'est pareil. Il dit que les formes de l'évolution des objets techniques sont déjà dans l'être humain avant même qu'il y ait histoire, avant même qu'il y ait création historique. Donc c'est évidemment un déni de la création historique et de l'histoire. Voilà, c'est une thèse conservatrice, tout simplement. Poussée à son terme, la théorie de la projection d'organes aboutit à une naturalisation de l'ordre social et de ses transformations, alors présentée comme le développement d'un principe germinal plutôt que comme un authentique devenir historique. Voilà, donc on peut pas mieux le dire que ce que fait Chamaillou dans son introduction à Ernst Kapp, et donc je suis très consterné de voir que Cassirer reprend des thèses similaires qui sont tellement proches dans ses formulations, et même je dirais même encore plus extrêmes, puisqu'il va jusqu'à nous dire que c'est par l'examen des objets techniques que l'homme comprend vraiment sa propre nature, pas du tout, l'anatomie ne fonctionne pas du tout comme ça, enfin, c'est grotesque au dernier degré, mais bon. Donc voilà les problèmes que ça pose. Alors, donc j'en reviens à Marinetti. Donc là, dans son cas, hein, de son espèce d'homme du futur, ce n'est pas tant que l'objet technique serait considéré comme une réalité relevant de la sphère religieuse, parce que bon, Marinetti ne parle pas du tout de religion dans son texte, encore que l'homme semble divinisé, conquérant par ses aptitudes post-humaines. Hein, il va dominer le temps et l'espace, donc il a quasiment des propriétés de Dieu. Hein, donc bon, on pourrait dire qu'il y a quand même une sorte de religiosité latente dans cette conception de la technique du fascisme italien. On peut se demander si on a bien affaire dans ce cas-là à une idolâtrie de la machine. En effet, et en effet, donc je soutiens que c'est bien le cas, car ici, l'homme accède à nouveau par la technique à une dimension non humaine. Il devient une espèce mécanique cruelle et surpuissante.
Cette dimension n'est certes plus religieuse, ce qui nous conduit à reconsidérer notre premier exemple comme un cas particulier d'idolâtrie. À la lumière des caractéristiques communes des deux exemples, on peut redéfinir l'idolâtrie de la machine dans un sens plus général que la seule sacralisation de l'objet technique que critiquait Simondon. Donc là, je propose de faire évoluer la notion pour prendre en considération le cas que j'ai étudié de Marinetti. Et en disant de façon plus générale, au-delà de la sacralisation sous la forme de conférer à l'objet une portée ou une dimension surnaturelle, ce qui est bien une confusion finalement entre des essences ou entre des ordres de choses distincts, mais dans le cas de Marinetti, c'est pas de ça dont il s'agit, donc je redéfinis le concept d'idolâtrie de la machine en proposant que il s'agit d'une conception erronée de la technique qui la nie en tant que sphère particulière avec ses spécificités et ses limites. Donc on lui prête des pouvoirs ou des fins qui ne sont pas les siennes. C'est ça le problème. C'est donc bien une incompréhension et ça va mener à toutes les aliénations qui s'en suivent. Donc quand il y a cette idolâtrie, la technique se retrouve entremêlée avec une ou plusieurs sphères de l'activité humaine, par exemple religieuse, militaire, ou de la réalité. Donc là, c'est le cas de la réduction à la biologie. Hein. Les objets techniques ne sont que l'extériorisation de formes organiques. Enfin, j'ai déjà critiqué. Hein. Donc je dis que ce chevauchement ou cette confusion des ordres est une régression intellectuelle, et là je m'appuie sur un essayiste marxiste qui s'appelle Tom Thomas, qui nous dit la chose suivante. Dans les communautés primitives, c'est à vrai dire toute l'économie qui est politisée, ou plutôt économie, politique, vie sociale et religion forment un tout. Moi j'aurais plutôt dit qu'elles ne sont pas perçues comme des domaines différents, mais bon. Parce que, en un sens, oui, toutes les sociétés forment un tout, mais bon. Mais avec l'usage d'outils lentement perfectionnés, se développe le mouvement de transformation de la nature, ainsi que la conscience du rôle qui jouent les hommes. Hein, c'est un marxiste, donc un crypto-hegelien. La notion du progrès du temps se fait jour, l'outil introduit une médiation entre eux et la nature, donc aussi un support, un moment d'une réflexion sur leur activité qui est de plus en plus pensée par eux. Il se développe donc des pratiques conscientes, des savoir-faire qui se codifient, se transmettent, se complexifient. Il y a bien une culture matérielle et une culture technique, hein, qu'on le veuille ou non, n'en déplaise aux détracteurs de la chose, notamment Jacques Ellul. Les spécialisations se développent, commençant à séparer les hommes, à les individualiser. Suivant leurs propres activités, les communautés deviennent ainsi plus complexes, plus structurées, plus codifiées, intégrant de plus en plus d'éléments culturels. Donc ça, c'est le rôle de la technique dans la séparation des différentes sphères de l'activité humaine et la dynamique du progrès des sociétés. Donc le mouvement inverse, ce serait bien une régression, ce serait bien un archaïsme. C'est pour ça que on parle parfois du fascisme comme une modernité réactionnaire. Une modernité réactionnaire, c'est-à-dire l'usage de la technologie pour produire un type de société où en fait elle n'aurait pas été possible. Donc quelque chose d'éminemment contradictoire. La fusion entre la technique et une autre sphère de l'existence humaine serait donc un retour, entre guillemets, vers une forme d'organisation sociale que constitue la communauté primitive, retour jusqu'à un certain point antagonique avec l'existence de la technique elle-même. Parce qu'évidemment, toutes les formes de société n'ont pas la possibilité d'avoir toutes les techniques imaginables. La régression ne serait donc pas seulement sociale, mais aussi technique. Donc c'est un usage de la technique qui contredit le sens même de l'évolution technique. Hein. C'est là où il y a vraiment aliénation au carré, quoi. Puisque le progrès technique est impliqué dans la division du travail et l'automatisation de la culture. Alors, donc ce chevauchement, oui, voilà, donc cette confusion des ordres conduit à attendre de la machine l'accès à une réalité non humaine, donc dans un cas le surnaturel, dans un autre cas le post-humain, et conduit l'homme à nier et à abdiquer son humanité, soit en déniant ses propres capacités, ça c'est plus le premier cas, aliénation religieuse, soit en attendant de la machine une transfiguration vers un état non humain. Donc ça c'est plutôt le cas le type de transhumanisme de droite que j'ai décrit. Dans tous les cas, l'incompréhension de la spécificité de la technique produit une forme d'aliénation. L'idolâtre de la machine renie sa propre nature.
Et puis renie aussi celle de la technique, puisqu'il ne la comprend pas vraiment pour elle-même et pour ses propres buts, hein. Donc à présent que nous avons vu la forme achevée de l'idolâtrie de la machine, on peut se servir du concept pour en critiquer les formes latentes, puisqu'avant d'aller jusqu'à ces formes extrémistes, il y a des situations, on va dire, intermédiaires. Comme l'idolâtrie de la machine consiste à nier la particularité de la technique et ses limites avec d'autres sphères de l'activité humaine, eh ben, ça peut conduire à toutes sortes de confusion selon les ordres d'activité avec lesquels on l'hybride, en tout cas. Donc par exemple, il y a un journaliste du New York Times qui a parlé, qui utilise l'expression de triomphalisme technique pour parler d'une certaine mentalité techniciste contemporaine. Il y a un mot que je vois beaucoup apparaître aussi dans la littérature critique, qui est la notion de technosolutionnisme. Technosolutionnisme, c'est-à-dire la croyance aveugle au fait que c'est l'évolution technique elle-même qui va résoudre des problèmes qui ne sont pas de nature technique. Donc on en attend la fin de la misère, la fin de la guerre, la fin de la faim, la solution aux problèmes environnementaux qui sont partiellement déjà créés par la technique ou un certain usage de celle-ci. Voilà, la résolution des problèmes politiques aussi, enfin voilà. Donc je dis que cette attitude est une forme d'exaltation optimiste de la technologie qui voit en elle la solution de tous les problèmes. J'ai mis quelques exemples. Alors il y a un exemple, je crois que je ne l'avais pas reproduit, mais il y avait un cas aux États-Unis de gens qui parlaient de. En gros, il faudrait modifier la composition chimique des corps humains pour qu'il y ait la paix sociale. Bon, je fais très vite, hein, mais. Donc c'est ce genre d'attitude complètement déconnante. Quelques exemples donc de ce rapport thérapeutique à la technique chargé d'agir à la place de la politique ou d'autres domaines d'activité qui seraient plus appropriés. Le neurochirurgien grenoblois Benabid est connu pour avoir réussi à calmer les tremblements de parkinsoniens à l'aide d'électrodes implantées dans le crâne. Plutôt que de lutter contre l'empoisonnement aux pesticides, cause de l'explosion des cas de Parkinson, il crée en 2009 Clinatech, une clinique expérimentale du cerveau, avec le commissariat à l'énergie atomique de Grenoble pour appliquer la convergence NBIC au cerveau, selon un collectif de gauche anticapitaliste, voilà, dont les propos ne sont pas à tenir pour une vérité révélée, mais qui nous donne finalement un cas, supposons-le réel et avéré, de finalement tentative de s'attaquer aux conséquences de problématiques liées aux usages des techniques par une fuite en avant techniciste plutôt que par une action politique qui supprimerait le problème. Il y a plein de cas comme ça, il y a plein de problèmes dont on nous dit vous inquiétez pas, la technique va les régler, hein. Et puis, voilà, c'est une mentalité qui est assez répandue dans les milieux dits de la tech, hein, et un certain nombre d'autres sphères de la société qui voudraient bien les imiter ou qui s'inspirent de cette idéologie. Voilà. Si donc l'attitude qualifiée de technosolutionnisme n'apparaît pas directement comme un rejet par l'homme de sa propre nature, encore que ça peut finir par l'être, on peut penser que ce rapport à la technique mène ultimement à l'idolâtrie de la machine. En effet, attribuer à la technique le rôle de réduire tous les problèmes implique une dépolitisation de ces mêmes problèmes. Je mets une dépolitisation, mais dans certains domaines, j'aurais pu mettre des équivalents ou des analogues, hein, c'est-à-dire croire que on va résoudre les problèmes d'éducation en mettant des écrans partout, c'est ne pas comprendre les fins de l'éducation, et ainsi de suite pour toutes les sphères d'activité en fait, hein. Donc j'avance à la conclusion. Alors pourquoi pourquoi cette dépolitisation est une forme quand même de rejet de la nature de l'homme, hein, même si elle n'est pas consciente ou intentionnelle, parce que l'homme est bien un animal politique, et que donc en voulant faire jouer à la technique un rôle qui n'est pas le sien, eh bien se manifeste donc cette aspiration technocratique au pouvoir inconditionnel que dénonçait donc Simondon dans sa préface. C'est en cela que je trouve que cette notion est bien pratique pour critiquer toute une gamme d'attitudes. Et je n'ai pas le temps ou le loisir de parler de toutes les idéologies ou de toutes les réalités historiques qui se prêteraient, je pense, à être analysées à l'angle de ce concept.
Donc là, j'ai beaucoup critiqué le fascisme dans mon passage sur Marinetti et ses rêves de domination sur les humains. Mais il y a d'autres problèmes dans lesquels cette mentalité n'est pas forcément absente. Je pense notamment à la critique qu'on peut faire du productivisme. Qu'est-ce que le productivisme sinon la croyance que le bonheur de l'humanité et ou la résolution des problèmes de pauvreté ne dépend de rien d'autre qu'une extension des forces productives, comme diraient nos amis marxistes. Le marxisme lui-même ne s'est pas toujours gardé de tomber dans la croyance que tout ira mieux une fois qu'on aura de l'industrie lourde, hein. Ça, c'est plutôt le marxisme soviétique, hein, évidemment. Mais voilà, attendre de l'amélioration purement infrastructurelle de la société, la résolution des problèmes d'ensemble de la société, est quelque chose d'assez absurde. Donc il y a bien, dans différentes traditions de pensée, là j'ai parlé et de déviation dans le marxisme, et du fascisme, et du capitalisme, vous voyez que ça couvre quand même beaucoup de types d'organisations sociales ou beaucoup de mouvements politiques différents potentiellement. Cette attitude donc ce rapport faussé par rapport aux fins et aux possibilités réelles de la technique, et qui en plus est un rapport qui est toujours instrumental, hein, puisqu'on ne considère jamais l'objet technique en lui-même et pour lui-même, mais comme un moyen d'atteindre autre chose. Ce rapport faussé vis-à-vis de l'objet technique, il est quand même bien présent dans différents mouvements politiques, du passé comme du présent, et je pense qu'on n'est qu'au début du processus. Donc ça nous confirme bien que même si c'est un concept discret et qui n'a qu'une seule mention, pourtant que je sache, explicite dans le texte de Simondon, c'est un concept qui est précieux. Ça nous montre que la philosophie de la technique de Simondon, que je n'ai fait qu'effleurer ce soir parce que je ne l'ai pas forcément exposé aussi clairement et simplement que j'aurais pu le faire, et je n'ai pas non plus rattaché cette partie de cette philosophie à son œuvre générale, parce que je pense qu'il y a beaucoup de liens à faire qui sont rarement faits en fait entre ces deux thèses différentes. Mais voilà, ça a le mérite, me semble-t-il, de nous montrer qu'il y a dans la pensée de Simondon les moyens de faire une critique, non pas tant de la technique comme une réalité en tant que telle, puisque c'est bien une réalité humaine, hein, qu'il s'agit de comprendre pour Simondon, mais il y a dans sa pensée les moyens de comprendre en quoi l'homme peut créer un rapport aliéné vis-à-vis de l'objet technique. Et je rappelle qu'une des principales thèses très fortes de cette thèse justement sur les objets techniques, c'est la fameuse proposition suivant laquelle, selon Simondon, tout être en situation d'aliénation aliène à son tour. C'est-à-dire qu'un usage falsifié de la technique, bah, c'est mauvais pour l'objet technique en tant qu'il n'évolue pas comme il le devrait, mais c'est mauvais pour la société et pour l'homme, parce que bah, tout être en situation d'aliénation aliène à son tour, c'est-à-dire qu'on va avoir une cascade de conséquences négatives en fait. Et c'est là où on voit que sa pensée est extrêmement forte, parce qu'elle permet d'expliquer certains des effets que critiquent les dénonciateurs de la technique, en montrant que c'est pas la faute de la technique même, c'est la faute de l'humanité en tant qu'elle se sert de la technique d'une manière faussée en fait. Ça c'est tout le sens, je pense, de sa pensée éthique sur la technique. Et ça se voit, je pense, assez particulièrement bien quand on utilise en plus ce concept discret, encore une fois, mais très utile, de l'idolâtrie de la machine. Voilà, je vous remercie, j'espère que j'étais aussi clair que possible. C'était assez dense, j'étais un peu plus long que prévu, donc n'hésitez pas à me poser vos questions.